L'homme a depuis toujours été fasciné par l'image. Et très tôt, il invente toutes sortes de machines et de stratagèmes optiques pour la restituer. Telle ici l'apparition d'un spectre dans un spectacle surnaturel qui est en fait le reflet dans une glace sans teint d'un personnage dissimulé sous la scène et fortement éclairé. La lanterne magique est justement l'une de ces machines utilisées pour projeter des images. Elle obéit au principe de la caméra obscura, mais inversée. Ce n'est plus une image qui vient se refléter à l'envers à l'intérieur de la chambre noire, mais une image placée devant une source lumineuse située à l'intérieur du corps qui est projetée vers l'extérieur, toujours à l'envers. Il ne faut donc pas oublier de retourner la plaque pour obtenir son image dans le bon sens. La lanterne magique existe depuis fort longtemps. Celui qui en a fait l'instrument tel qu'on le connaît aujourd'hui est le père Athanasius Kircher, qui nous décrit son modèle dans Ars Magna Lucis et Umbre, ouvrage paru en 1646. La source lumineuse est encore une lampe à huile, qui a justement le défaut de ne produire qu'une faible luminosité. À noter que sur cette gravure, éditée en 1671, l'image de la plaque est à l'endroit, et que sa projection devrait être par conséquent inversée. Dès le XVIIIe siècle, la lanterne magique et la caméra obscura portable utilisée comme instrument de dessin deviennent très à la mode. Les modèles se diversifient et se perfectionnent, surtout au niveau de l'optique et de la source lumineuse, pour la lanterne magique, comme on peut le constater sur ce document de 1754. Cette lanterne magique, un peu particulière, qui figure sur le même document, est conçue pour projeter l'image par l'intermédiaire d'un miroir sur un écran de fumée produit par une lampe à huile directement posée sur le corps de la lanterne. Robertson est un personnage extraordinaire qui a touché à tout et que la magie et la sorcellerie ont toujours attiré. Au lendemain de la Révolution, il crée à Paris, au couvent des Capucins, un spectacle surnaturel qui fait accourir les foules. Ces fantasmagories, comme les appelle leur auteur, n'étaient en réalité qu'une succession de projections faites entre autres à l'aide du fantascope. Cette lanterne magique géante est placée derrière l'écran. Elle demeure donc invisible du public. Montée sur roue, elle pouvait se déplacer pour faire changer de taille l'image et faire varier l'intensité lumineuse, tandis que la double lanterne permettait des effets de fondu enchaîné. Robertson déposait un brevet pour son fantascope le 17 mars 1799. Outre les projectionnistes chargés de la bonne marche du fantascope derrière l'écran translucide, d'autres opérateurs créaient des effets de lumière, divers bruitages et projections mouvantes de diablerie sur des écrans de fumée, tandis que le fantasmagoricien animait l'ensemble du spectacle au centre du public, en général complètement impressionné par l'horrifiante mise en scène. Mais comment fonctionne une lanterne magique? Jetons un coup d'œil au mode d'emploi livré avec les lanternes du fabricant allemand Ernst Planck. Nous sommes en plein XIXe siècle, et le mode d'éclairage habituel des petites lanternes est devenu la lampe à pétrole. Lors d'une séance de projection, on place la lanterne face à l'écran, qui est en général de toile blanche, et dans le meilleur des cas, tendu sur un cadre. Un drap fait tout aussi bien l'affaire, surtout si la séance est familiale. Mais on peut aussi adopter la méthode de Robertson et rétroprojeter au verso de l'écran. Dans ce cas, il faut le traiter de manière à le rendre translucide. Robertson l'enduisait d'huile, mais on pouvait aussi mouiller la toile, à choisir plutôt fine, en ajoutant de la glycérine à l'eau pour en retarder l'évaporation. Le montreur de lanterne magique se déplaçait de bourgade en village avec sa lanterne sur le dos, un orgue de barbarie dont il s'accompagnait dans son spectacle, et parfois encore un tambour dont il jouait dans les rues pour annoncer son passage. On l'accueillait à domicile où il donnait sa séance de projection pour la plus grande joie des petits et grands. On dit que les Auvergnats et les Savoyards excellaient dans ce métier qui est demeuré bien vivant jusqu'au milieu du siècle dernier. La fascination qu'exerçait la lanterne magique sur les foules
ne tarda pas à inspirer des opticiens qui se mirent à fabriquer, artisanalement tout d'abord, des lanternes jouets. Certains d'entre eux, tels Lapierre en France, réalisèrent rapidement le parti à en tirer et, dès le milieu du XIXe siècle, c'est à une véritable industrialisation de la lanterne magique que l'on assiste. Le catalogue Lapierre compte un grand nombre de modèles variés, souvent disponibles en diverses tailles, qui ont été fabriqués pour la plupart jusqu'au début de notre siècle. La lanterne magique devient donc accessible à tout le monde et connaît un très grand succès, surtout dès le moment où les plaques seront également produites industriellement, par conséquent moins coûteuses. Quoi de plus merveilleux que d'installer sa lanterne et de projeter ses histoires préférées à ses petits amis. Les séances publiques de projection restent très populaires. Le projectionniste, qui dispose d'un appareil plus puissant et perfectionné que la lanterne familiale, est souvent accompagné d'un opérateur chargé des bruitages et de la musique alors que lui-même dit des textes. Il existait d'ailleurs des recueils de poèmes et chansons édités à l'usage des projectionnistes. Le déroulement d'une séance est des plus variés, comme on peut s'en rendre compte d'après ce programme. Paysages, actualité, histoire sainte, contes. Dès la fin du siècle dernier, les conférences scientifiques illustrées avec une part de projection microscopique sont très à la mode. Certaines sociétés louent même projecteurs et plaques et diverses expériences peuvent être menées par le biais de la projection. Les vues photographiques destinées à la projection sont mises au point dès le milieu du XIXe siècle par les frères Langenheim à Philadelphie et on les adopte en Europe dès la fin du siècle. De taille en général plus importante que les plaques pour lanterne magique, elles nécessitent l'utilisation d'un projecteur spécifique plus puissant et de taille plus importante. La lampe à pétrole utilisée dès les années 1860 peut comporter plusieurs mèches alignées pour une meilleure luminosité. Dans le cas de grands projecteurs à usage public, on lui préfère la lumière oxydrique, produite par un mélange d'oxygène et d'hydrogène qui a la propriété d'être plus blanche et intense. Divers autres systèmes seront également utilisés par la suite, tels l'éclairage au gaz, à l'éther, puis l'électricité avec la lampe à arc, pour arriver finalement à la lampe à incandescence, dont l'usage va aller en se généralisant. Les premières plaques pour lanterne magique étaient peintes à la main, à l'aide de couleurs délayées dans de l'essence de térébenthine ou du vernis de copal. Elles n'étaient en général pas signées, exception faite de celle de Desch, installée à Paris à la fin du XIXe siècle et spécialiste en plaques animées. Par la suite, le dessin au trait est imprimé mécaniquement sur le verre et seul le coloriage se fait à la main. Dès la fin du XIXe siècle, les Allemands mettent au point un procédé par décalcomanie. Des chromolithographies imprimées en couleur transparente sont appliquées directement sur la plaque. Les plaques peuvent être carrées et ne comporter qu'un sujet. Elles sont le plus souvent de forme allongée, avec soit un sujet continu, sous la forme d'une image panoramique que l'on fait défiler dans l'appareil, soit une série de sujets. De nombreux systèmes visant à donner l'illusion d'un mouvement furent mis au point dès le début du XIXe siècle. Plaques à va-et-vient, où des caches transforment l'image, plaques à glissière, où un élément passe devant un paysage fixe, ou encore le chromatrope, sorte de rosace tournante composée de deux plaques de verre circulaires ornées de motifs géométriques tournant en sens inverse à l'aide d'un engrenage. Les plaques se vendaient par série de 6 ou 12, soit avec la lanterne magique, soit séparément, dans des emballages prévus à cet effet. Voici des boîtes des fabricants allemands Georg Bing et Jean Falk, installés à Nuremberg au tournant du siècle, tout comme Ernst Planck. Et maintenant, place aux images, qui vont traiter des sujets les plus divers. À vous le plaisir de les découvrir. Elles proviennent toutes des collections du musée et vous sont présentées sous forme d'une projection contemporaine. Elles ont été reproduites en diapositive pour ne pas nuire à leur conservation.
point n'est besoin d'insister sur leur évidente fragilité.